will make America powerful again. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Bonjour, je m'appelle Alexis Buisson, je suis le correspondant de La Croix à New York. Vous écoutez la 4e saison de C'est ça l'Amérique, le podcast sur les États-Unis de Donald Trump, raconté par ceux qui y vivent. Retrouvez-moi une fois par mois, tout au long de la première année de sa présidence, pour discuter des transformations de la société américaine en compagnie d'observateurs francophones. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. 67%. Ce mercredi 11 juin, les manifestants arrivent au compte-gouttes à Foley Square, une place publique du sud de Manhattan. Les hélicoptères, sans doute de la police ou de la télévision, les guettent depuis le ciel, tandis que des dizaines de policiers équipés de matraques les attendent au sol. Ils sont venus manifester devant un immeuble qui abrite la police fédérale de l'immigration, ICE, Immigration and Customs Enforcement. C'est cette agence de plus de 21 000 employés qui est chargée de l'interpellation, la détention et l'expulsion des migrants en situation irrégulière. La manifestation new-yorkaise à laquelle j'assiste ce jour-là fait partie des dizaines qui ont surgi dans tout le pays à la suite des événements de Los Angeles, où Donald Trump a mobilisé des forces militaires début juin pour protéger les agents d'ICE sur place face à une vague de protestations parfois violentes. On y reviendra. À New York, je fais la rencontre de Maria. Comme d'autres, elle ne me donnera que son prénom par peur de représailles. Now they're recruiting for ICE these Maintenant, ICE recrute des voyous, des gens qui n'ont pas terminé le lycée et qui sont à la recherche d'un moyen pour exercer leur racisme et leur haine des gens. Ils se fichent complètement des règles. Ils sont extrêmement violents. L'expulsion des millions d'individus en situation irrégulière était l'une des promesses phares de Donald Trump pendant la campagne de 2024. Avec l'inflation, son discours dur sur l'immigration a sans conteste fait partie des raisons pour lesquelles il est parvenu à revenir à la Maison-Blanche. Maintenant qu'il est au pouvoir, où en est-il de cet engagement ? Je suis retourné voir Fanny Lobby, professeure associée de sciences politiques à l'Université d'État de Montclair dans le New Jersey. Nous l'avions interrogée l'an dernier pendant la campagne sur le même sujet. Bonjour Fanny Lobby. Bonjour Alexis. On s'était rencontrés il y a quelques mois, dans ce bureau même d'ailleurs, pour parler d'une des promesses phares de Donald Trump, qui est l'expulsion de tous les sans-papiers qui sont ici aux États-Unis. On parle de millions de personnes. Est-ce qu'il est en passe de remplir ou bien parti du moins pour remplir cet objectif ? Alors, au départ, faut rappeler la promesse. Donc, la promesse était effectivement d'expulser toutes les personnes en situation irrégulière. Donc, ça représente quand même 11-12 millions de personnes, ce qui n'était pas très réaliste concrètement comme promesse, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de places de détention aux États-Unis actuellement. Donc, au départ, ça a été assez lent. Il y a eu des expulsions, il y a eu des opérations phares comme à Chicago ou à New York, par exemple. Mais au final, chacune de ces opérations, vraiment, il n'arrivait à arrêter que quelques douzaines de personnes, en fait. Ça s'est accéléré depuis le mois de mai, où on voit qu'il y a à peu près 850 personnes par jour qui sont expulsées du territoire. Les difficultés qu'ils rencontrent, c'est qu'il manque de personnel. Donc, l'organisation qui se charge des expulsions, c'est ICE, voilà, c'est Immigration and Customs Enforcement. Donc, ils ont des problèmes de recrutement, ils ont des problèmes de place en détention. Et donc, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé pendant les 3 derniers mois, c'est surtout l'administration a signé des contrats avec des fournisseurs privés, donc des prisons privées. Donc, par exemple, à Newark, dans le New Jersey, ils ont signé un contrat avec Geo Group. Et c'est un contrat sur 15 ans de 1,5 milliard de dollars pour justement augmenter le nombre de places. Donc, ce qui change aussi, c'est la manière dont les personnes sont expulsées. Et c'est ça qui a permis d'accélérer un peu le processus. Donc, ils sont passés à des vols militaires, alors qu'avant, on faisait des vols civils. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Et ils ont passé aussi des accords avec des pays tiers. Et ils utilisent aussi des lois qui datent du 18e ou du 19e siècle pour justifier ces expulsions. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure, ils arrivent à passer au-delà des obstacles qui les ont freinés au début du mandat.
Et ce qui est intéressant quand on regarde les chiffres, c'est qu'en fait le nombre d'expulsions aujourd'hui est inférieur à ce qu'il était au même moment sous la présidence de Joe Biden, au même moment dans son mandat. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la fin de son mandat, Biden a mis en place certaines politiques qui ont fait que beaucoup de personnes sont arrivées aux États-Unis et ont obtenu un statut, ce qu'on appelle un statut liminal. Donc, c'est-à-dire le fameux TPS, par exemple, ou le programme qui s'appliquait aux personnes venant d'Haïti ou du Venezuela. Et donc, ces personnes-là, normalement, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, par exemple, se seraient présentées à la frontière ou auraient traversé la frontière de manière illégale et auraient été expulsées immédiatement. Là, ces personnes sont arrivées pas forcément avec un visa, mais avec une autorisation d'entrée. Et donc, les chiffres qu'on voit d'habitude d'expulsion sont principalement alimentés par les expulsions à la frontière. Et ces expulsions-là ne se déroulent plus vu qu'il y a beaucoup moins d'arrivées à la frontière. Donc c'est pour ça que les chiffres, en fait, il y a eu un peu un effet net zéro parce qu'il y a eu beaucoup moins d'entrées illégales sur le territoire et donc beaucoup moins d'expulsions de ce type d'entrée. Et donc les expulsions qu'on voit maintenant, c'est les personnes qui se présentent auprès des juges, auprès des services d'immigration, comme le prévoyaient ces statuts. Donc c'est des personnes qui ont une autorisation de séjour temporaire, donc qui se présentent régulièrement auprès d'un juge ou auprès de ICE justement, et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrêtés et mis dans ces processus d'expulsion. Vous avez mentionné quelque chose d'important à mon sens, c'est le fait que le nombre d'entrées illégales est en baisse. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut mettre finalement au crédit de Donald Trump, dans le sens où ces politiques, qu'on soit d'accord avec elles ou pas, produisent un effet peut-être dissuasif? Alors les chiffres sont en baisse depuis 1 an. C'est parce qu'il y a 1 an, Biden a mis en place certaines politiques, notamment, donc il avait plus ou moins fermé la frontière en décrétant que s'il y avait plus de 2500 arrivées dans une journée ou plus de 5000 arrivées, je ne sais plus ce que c'était exactement le chiffre, mais dans une semaine, il fermerait la frontière. Et il avait mis en place des programmes qui permettaient aux personnes de se rendre aux États-Unis en obtenant une autorisation de séjour, ce qui permettait un peu de... Déjà, c'était un processus qui était beaucoup plus sécurisé, mais ce qui permettait aussi de savoir où habitaient les gens qui venaient aux États-Unis, parce que les gens étaient obligés de passer par un port d'entrée pour se rendre aux États-Unis. Mais donc, les entrées aux États-Unis sont en baisse depuis 1 an, et surtout les entrées, les passages à la frontière illégaux sont en baisse, sont en chute libre depuis juin l'année dernière. Donc quand Trump est arrivé, il a immédiatement mis fin à une bonne partie de ces programmes-là. Là récemment, c'est le TPS qui a sauté. Effectivement, donc il y a eu une campagne, disons qu'il y a 2 types d'approches. L'approche de Trump, c'est nous allons vous faire peur et vous convaincre de partir si vous êtes déjà là et vous convaincre que vous ne pourrez pas rentrer si jamais vous êtes encore en dehors des États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'une grosse partie du budget de Homeland Security ces derniers temps, ça a été de faire une campagne publicitaire jusqu'au Mexique, où on voit la secrétaire Kristi Noem qui passe à la radio, à la télé ou dans des grands panneaux publicitaires en disant « Ne venez pas aux États-Unis » ou « Si vous y êtes déjà, repartez ». Donc on a vu ça, on a vu aussi des motivations financières, donc on va vous payer pour partir. Donc ça, c'est l'approche vraiment républicaine. L'approche démocrate, ça a été de dire on peut fermer la frontière si jamais ça dépasse certains chiffres. Et pour ceux qui veulent venir, on va faire en sorte de savoir qui vous êtes, où est-ce que vous allez, et pour savoir un peu combien de personnes sont entrées sur le territoire. Donc c'est effectivement ces 2 approches différentes. Après, de dire que c'est grâce à Trump que les entrées sont en baisse, non, moi je dirais que ça date déjà de juin. Mais effectivement, de toute façon, Trump l'a dit clairement, tout ce qui est bien, c'est grâce à lui, tout ce qui n'est pas bien, c'est la faute de Biden. Donc ça ne m'étonne pas qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que les chiffres sont en baisse et que c'est grâce à Trump. Ce qu'on voit également, c'est des individus en situation régulière qui ont, dans certains cas, des cartes vertes, donc des autorisations de présence sur le territoire, une autorisation de résidence permanente, des individus sous visa, parfois des gens qui sont mariés à des citoyens ou des citoyennes américains ou américaines. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau. Oui, alors ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est fondamentalement un président et une administration qui est anti-immigration. Donc effectivement, pendant la campagne, ils se sont focalisés sur l'immigration en situation irrégulière, mais depuis la première administration Trump, on a des gens comme Stephen Miller qui font partie de l'administration qui
vraiment voit toute immigration comme un danger pour les États-Unis. Et donc, on voit ces oppositions à l'immigration, donc contre les réfugiés, les étudiants internationaux, là, depuis le 9 juin, les ressortissants de plusieurs pays africains et du Moyen-Orient. Et donc, on voit que la politique migratoire, ça sert à un but idéologique. Et donc, pendant la campagne, Trump a décrit certaines personnes, notamment des personnes plutôt de gauche, comme l'ennemi de l'intérieur. Et donc, parmi tous ces ennemis de l'intérieur, ceux qui ont le statut le plus fragile, ce sont les immigrés, quel que soit leur statut. Et donc, ce sont eux qui sont visés principalement pour accomplir cette guerre idéologique de l'administration Trump. Il y a des histoires assez dramatiques qu'on entend, qu'on voit dans l'actualité. On a beaucoup parlé, par exemple, du cas d'un enfant, un jeune enfant atteint d'un cancer qui a été expulsé vers le Honduras. Alors, on sait que l'immigration était vraiment au cœur de la campagne de Donald Trump. Est-ce que vous avez le sentiment, quand même, qu'en voyant ces histoires, qu'il y a une évolution de l'opinion publique américaine sur cette question? Est-ce que finalement, Donald Trump leur a vendu quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui est en train de se produire aujourd'hui et qui met les gens mal à l'aise aujourd'hui? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Alors, 2 points là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent maintenant qu'ils sont surpris par l'étendue de ces opérations d'immigration, qui sont surpris par le type de personnes qui sont expulsées. Donc, effectivement, il y a des lycéens, des enfants, des travailleurs, des gens qu'ils voyaient tous les jours, par exemple quelqu'un qui travaillait dans un restaurant depuis une vingtaine d'années, dans des petites villes notamment. Donc, les électeurs sont surpris. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont contre ce genre de politique publique et que ça va se traduire par une mobilisation électorale au-delà de ça? Ça, j'en suis pas convaincue. Ce qu'on a vu quand il y a eu beaucoup de sondages aux 100 jours, aux 100 premiers jours de Trump, il y a eu beaucoup de sondages d'opinion publique sur le rôle de Trump et ce qu'il avait accompli sur l'économie, les relations internationales, la politique intérieure, etc. Et on voit bien que c'est sur l'immigration que le public soutient Trump le plus. Donc on voit que même si ces opérations-là sont vraiment, ne rentrent pas dans la tradition américaine, que le type de personnes qui sont expulsées, non, ce ne sont pas tous les membres d'un gang violent, ça n'a pas l'air fondamentalement de déranger le public américain. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que ça ne dérange pas plus finalement ? Alors, quand on regarde les sondages de manière, quand on regarde par exemple au XXe siècle, le public américain n'a jamais été vraiment pro-immigration. Donc, quand on regarde par exemple des sondages qui datent de 1939, où on demande au public américain, est-ce que vous voulez faire venir des enfants d'Allemagne ? La réponse était non. Donc là, il y avait aussi un antisémitisme assez profond. Quand on voit l'opinion publique sur les réfugiés venant du Vietnam ou du Laos ou du Cambodge dans les années 70, c'est pareil, il y avait aussi l'opinion publique refusait de soutenir ce genre de politique. Donc c'est un public qui est assez conservateur et sur les questions d'immigration. Et c'est un peu un paradoxe parce que même s'il y a beaucoup de gens qui décrivent les États-Unis comme un pays d'immigration, et il y a une grande partie du public qui vraiment met en valeur ses origines italiennes, irlandaises ou même d'Amérique du Sud, les gens, il y a une différence entre leur propre origine, les actions de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents et les immigrés d'aujourd'hui. Donc une nation d'immigrés, mais il y a quand même des limites, en tout cas dans la tête des... Il n'y a pas forcément une empathie envers ce qui se passe pour les personnes qui arrivent actuellement. Il y a moins d'empathie par rapport à la première administration Donald Trump, vous diriez ? C'est un peu difficile à dire. Il y a aussi, c'est un contexte économique qui est différent. Il y a eu les problèmes d'inflation ces 2 dernières années. Il y a eu le Covid que l'administration Trump à l'époque avait beaucoup associé avec l'immigration, notamment asiatique. Et donc c'est vrai qu'on voit que l'immigration, c'est constamment lié le bouc émissaire un peu de tous les problèmes américains. Donc quand il y a un problème économique, c'est la faute des immigrés. Quand il y a un problème de santé, c'est la faute des immigrés. Donc c'est vrai que ça... Et puis là, c'est une administration, c'est un peu leur refrain constant. Enfin, je veux dire, au mois d'août l'année dernière, on a quand même accusé des immigrés haïtiens de manger des animaux de compagnie. Et ça n'a pas fait bondir le public à l'époque. Donc non, ça ne me surprend pas que, oui, même s'il y a des enfants qui sont expulsés alors qu'ils sont en plein traitement pour un cancer, non, ça ne m'étonne pas forcément que le public américain ne réagisse pas à ce sujet.
Il y a un cas qui a marqué l'actualité ici pendant plusieurs semaines, voire mois, c'est le cas de Kilmar Abrego Garcia, cet émigré salvadorien qui a été expulsé sans respect d'une procédure judiciaire quelconque vers une prison du Salvador, une prison de haute sécurité. Et là, bien sûr, ce qui a créé un émoi, du moins à gauche, chez les démocrates, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de due process, comme on dit ici, de respect de la procédure judiciaire, que les droits finalement de cet immigré n'ont pas été respectés. Est-ce que sur cet aspect-là, est-ce qu'il y a quand même un malaise au sein de l'opinion sur le fait que une personne ait pu être expulsée sans qu'on ait respecté une procédure de droit ? Alors, je pense que le public américain n'est pas très clair, et c'est la faute des politiques qui... faut le dire, mentent à ce sujet ou juste ne le savent pas. Il y a beaucoup de personnes, donc ces protections des personnes contre le gouvernement viennent du 14e amendement à la Constitution et viennent de la section, ce qui s'appelle l'habeas corpus dans la Constitution, donc c'est-à-dire le fait que le gouvernement n'a pas le droit de vous emprisonner sans vous dire pourquoi ou sans vous présenter devant un juge. Voilà, et donc ça, en fait, ce sont des protections qui s'appliquent à n'importe quelle personne qui est sur le territoire. Et quand on lit le 14e amendement à la Constitution, donc qui prévoit que chaque personne sur les territoires ait une protection égale aux autres, ce texte-là dit bien personne et ne dit pas citoyen. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu ou compris par le public américain. Et c'est quelque chose qu'on peut expliquer dans un contexte calme où les gens ont envie de discuter de ce sujet-là. Sauf que quand ça arrive dans le contexte où l'administration dit voilà une personne qui fait partie d'un gang extrêmement violent et de l'autre côté, les personnes qui le défendent disent non, il faut qu'il passe devant un juge, il a les mêmes droits que n'importe quelle autre personne qui est née sur le territoire. C'est pas une conversation qui est facile à obtenir. Mais effectivement, n'importe quelle personne qui est sur le territoire américain doit normalement, quand ils sont arrêtés, doit avoir accès à un avocat, doivent être présentés devant un juge. On doit leur dire exactement quelles sont les charges contre eux, de quoi ils sont inculpés, et ils ne peuvent pas être retenus par le gouvernement de manière indéfinie. Alors, depuis le Patriot Act de 2001, effectivement, il y a eu quelques limitations pour les non-citoyens. Donc le gouvernement a le droit de les emprisonner pendant des périodes qui sont beaucoup plus longues que pour les citoyens américains. Mais le fait de passer devant un juge, d'être présenté devant un juge pour que le juge, la personne qui est accusée et le public en général sachent pourquoi est-ce que cette personne est arrêtée, de quoi elle est accusée, ça fait partie vraiment de la tradition américaine. Et c'est effectivement quelque chose qui, normalement, devrait hérisser un peu le public américain, et notamment les républicains, pour qui c'est une valeur fondamentale du gouvernement, parce que c'est vraiment l'une des fonctions principales du gouvernement. Ça fait partie d'une des protections qui est clairement indiquée dans la Constitution. Donc pour ceux pour un parti politique qui s'accroche vraiment à une interprétation littérale de la Constitution, ces mots-là font partie de la Constitution, c'est pas une interprétation moderne de la Constitution. Donc c'est vrai que ça, c'est assez surprenant d'avoir à réexpliquer tout ça, mais c'est difficile de le faire dans un contexte où il y a l'administration et les médias qui soutiennent cette administration, qui passent leur temps à, en gros, faire du lavage de cerveau à une grande partie du public américain en leur disant « Vous voyez bien que c'est le membre d'un gang extrêmement violent et donc on ne peut pas le laisser, il n'a pas le droit, il ne mérite pas d'avoir les mêmes droits qu'un citoyen américain. » Et c'est ça fondamentalement la question. Oui, l'administration en fait a un discours qui est beaucoup plus clair finalement ou compréhensible, c'est de dire dans le cas de Kilmar Abrego Garcia, il est rentré aux États-Unis illégalement, donc il a enfreint la loi, il doit payer en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis quand on parle des droits fondamentaux que la Constitution prévoit. On n'en parle jamais parce que quelqu'un veut faire une vidéo avec des chats sur YouTube. C'est toujours quand il y a quelque chose de vraiment dramatique, de dangereux qui s'est passé. Il y a eu la même conversation il y a 10 ans lors de l'attentat à Boston pour le marathon de Boston, où la personne qui avait été arrêtée, Dzhokhar Tsarnaev, avait droit à ses protections. Et à l'époque, il y avait beaucoup de conversations en disant est-ce que quelqu'un qui est accusé d'actes de terrorisme mérite d'avoir les mêmes protections. Et donc, là, c'est pas du tout le même cas, parce que c'est pas du tout un terroriste, mais on a vu aussi l'administration mentir éhontément au public en présentant, soi-disant, des preuves de l'affiliation
de cette personne à des gangs, avec des photomontages qui montraient des tatouages qui n'existent pas. Et donc, effectivement, ça crée une réaction très émotionnelle de la part du public et qui ne comprend pas forcément que, n'importe qui est présent sur le territoire a droit aux mêmes protections qu'un citoyen américain. Il y a un autre cas qui a fait beaucoup de bruit à New York en tout cas, mais aussi dans le reste du pays. C'est le cas de Mahmoud Khalil, qui est un militant pro-palestinien à l'université Columbia, qui a été embarqué alors qu'il rentrait chez lui à New York par la police de l'immigration et envoyé en Louisiane dans un centre de détention. Même chose, sans respect des droits qui lui sont donnés par la Constitution. Est-ce que vous avez le sentiment que la justice finalement est à la hauteur, ou est-ce qu'elle est dépassée par les actions de Donald Trump aujourd'hui? La justice est dépassée. Ce qui a été intéressant de voir dans ce cas-là, justement, c'est un peu la stratégie de l'administration. C'est-à-dire que cette personne a été arrêtée à New York, a été transférée dans le New Jersey et donc aurait dû être jugée, être présentée devant un juge dans cette région. Et l'administration a fait ce qui s'appelle, nous on appelle le venue shopping, c'est-à-dire on fait du shopping pour choisir un peu le juge devant lequel on va présenter ces personnes-là. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'immigrés qui sont expulsés pour ces raisons-là, qui sont fondamentalement des raisons idéologiques et pas forcément, il n'y avait pas de problème avec leur statut d'immigration. Ces personnes-là sont quasiment systématiquement transférées en Louisiane ou en Arizona, où l'administration les présente devant des juges qui sont beaucoup plus conservateurs et donc beaucoup plus enclins à donner raison à l'administration. Et c'est ce qui s'est passé à la personne qui était aussi un militant pro-palestinien qui avait été arrêté dans le Vermont, où là, ses avocats à lui sont intervenus immédiatement pour empêcher qu'il soit transféré vers la Louisiane. Et donc effectivement, là, dans ces cas-là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a une carte verte. La personne dans le Vermont était là pour devenir citoyen américain. Donc ce sont des personnes qui sont clairement aux États-Unis depuis très longtemps, à qui les États-Unis ont accordé des cartes de séjour, des cartes vertes, des autorisations de séjour, qui sont mariés à des citoyens américains. Dans le cas de Khalil, c'est quelqu'un qui allait avoir un enfant, donc né sur le territoire américain. Et donc effectivement, il n'y a pas de problème fondamentalement d'immigration. Et donc les raisons pour lesquelles ils sont en voie d'expulsion, ce sont tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que dit l'administration au sujet de la guerre à Gaza. Mais on utilise le fait qu'ils ne soient pas encore citoyens américains. Et donc ils ont un statut un peu plus fragile que les autres pour cibler ces personnes-là. Vous l'avez mentionné, la police en quelque sorte qui est en première ligne dans cet effort d'expulsion, c'est ICE. Et on la voit par exemple, cette police, aller parfois cueillir des migrants dans les tribunaux ou même avant un entretien de citoyenneté. Comment les méthodes de cette police de l'immigration ont évolué sous Donald Trump ? Alors, ICE, depuis que Trump est au pouvoir, est en roue libre, complètement. Donc, c'est-à-dire que Trump, l'un des nombreux décrets liés à l'immigration de son premier jour du deuxième mandat, ça a été de permettre à ICE d'agir là où il n'avait pas eu le droit d'agir jusqu'à présent, donc dans des lieux qui sont considérés des lieux sensibles, c'est-à-dire les écoles, les universités, les hôpitaux et les lieux saints, par exemple. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus, effectivement, c'est des interventions dans des lieux qui sont considérés sensibles, où il va y avoir des personnes malades, des enfants ou des personnes qui se présentent volontairement auprès de l'administration. Et donc on voit des agents masqués de plus en plus. Donc l'étudiante qui a été arrêtée à Tufts a été arrêtée par des personnes habillées en civil. Certaines étaient masquées, donc c'est quand même une expérience extrêmement terrifiante pour ces gens-là. Donc la réaction de la part des groupes d'immigration, ça a été d'éduquer, de faire des grandes campagnes d'éducation auprès des écoles, des immigrés eux-mêmes, pour leur apprendre à reconnaître les agents de ICE, mais aussi pour reconnaître les documents qui sont présentés. Parce que théoriquement, donc par exemple là on est sur une université, c'est un lieu public. Jusqu'au 19 janvier, ICE n'avait pas le droit d'agir ici, mais maintenant ils ont le droit de venir pour chercher des étudiants s'ils voudraient les arrêter. Et donc ce que ces groupes d'immigration ont fait, c'est vraiment apprendre aux personnes qui travaillent dans ces lieux à reconnaître les documents qui permettent effectivement à ICE d'agir et ceux qui ne leur permettent pas d'agir. Et donc connaître un peu les droits, apprendre aux gens, non seulement aux immigrés, mais aussi aux gens qui travaillent dans ces lieux-là, quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations et comment rester dans la loi tout en protégeant les immigrés qui y vivent. Mais c'est vrai que ces interventions dans les tribunaux sont
particulièrement dérangeante parce qu'en général, les gens sont arrêtés alors qu'ils participent au processus d'immigration. Donc ils suivent la loi, ils suivent les règles de leur statut, donc se présenter devant un tribunal, se présenter auprès de ICE, se présenter pour un test d'anglais ou un test civique pour devenir citoyen américain. Et donc c'est ça qu'on voit qui vraiment est un peu un arrache-cœur parce qu'on voit des gens qui vraiment font exactement ce qu'on leur a demandé et qui sont punis au milieu de cette participation. Et le risque, c'est bien sûr qu'ils se mettent en retrait de ces procédures. Moi, j'habite par exemple dans un quartier hispanique et quelques jours après le retour de Donald Trump au pouvoir, il y avait beaucoup moins de gens dans les rues. Beaucoup plus de gens qui restaient chez eux, qui n'osaient plus sortir. Oui, des enfants qui ne vont plus à l'école parce que les parents n'ont pas envie de les emmener, de se faire arrêter alors qu'ils déposent leurs enfants à l'école. Et c'est ça qui fait que maintenant l'administration s'attaque aux villes sanctuaires et aux juridictions sanctuaires et ça pose problème dans les... Ce sont les endroits qui ne collaborent pas avec la police de l'immigration, donc des villes, des universités et d'autres entités, quoi. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'ils vont aller à l'encontre de ICE, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas collaborer avec eux. Donc par exemple, le New Jersey est un État sanctuaire. Et donc, la raison pour laquelle ces États ou ces villes adoptent ce genre de politique, c'est parce que ça veut dire si un immigré en situation irrégulière se fait agresser, ils vont aller parler à la police ou ils vont aller dans un hôpital pour se faire soigner. Si jamais ils sont malades et qu'ils ont une maladie qui est hautement contagieuse, ils vont aller se faire soigner parce qu'ils n'auront pas peur d'être arrêtés lorsqu'ils parlent à la police, lorsqu'ils parlent à l'instituteur de leurs enfants. Et donc, effectivement, le fait qu'on ait ce genre d'action assez agressive de la part de ICE, ça remet en question cette confiance qui s'était établie entre l'État en général et les différents services de l'État et les communautés immigrées. Et c'est pas seulement effectivement les personnes en situation irrégulière qui ont peur d'aller travailler ou ont peur de déposer leurs enfants, sont vraiment tous les immigrés en général. Les méthodes du gouvernement Trump et de la police de l'immigration ICE provoquent des tensions dans tout le pays, en particulier à Los Angeles, où des manifestations émaillées d'actes de violence et de vandalisme visant ICE ont poussé Donald Trump à prendre une mesure inédite, mobiliser des milliers de membres de la Garde nationale de Californie, une armée de réserve qui relève traditionnellement de l'autorité du gouverneur, pas du président. Il a aussi décidé de l'envoi de 700 Marines, la force de projection rapide des États-Unis. Donald Trump a justifié son action, prise contre la volonté du gouverneur Gavin Newsom, par la nécessité de sauver Los Angeles, qui était, je cite, envahi et occupé par des étrangers illégaux et criminels, et menacé par des foules insurrectionnelles violentes qui pullulent et attaquent nos agents fédéraux pour tenter d'arrêter nos opérations d'expulsion. Fin de citation. La maire de Los Angeles et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, tous deux démocrates, ont affirmé que les actes violents étaient isolés et ne nécessitaient pas l'envoi de militaires. Mesure qui, selon eux, ne fera que mettre de l'huile sur le feu. Dans un discours le 11 juin, Gavin Newsom est allé encore plus loin. Il a assimilé Donald Trump à un leader autoritaire qui s'en prend aux plus faibles, en l'occurrence les migrants, tout en ignorant les lois. La démocratie est attaquée sous nos yeux, a-t-il déclaré. Le moment que nous redoutions est arrivé. Fin de citation. Comment vous comprenez la décision du gouvernement Trump d'envoyer les réservistes de la garde nationale californienne sur place ? Alors, Trump est plus que ravi de pouvoir se lancer dans cette histoire parce que c'est vraiment tout ce qui lui va. Et c'est ça un peu... Donc, on voit, ça lui permet de s'attaquer à un État démocrate. Ça lui permet de s'attaquer à un gouverneur, Gavin Newsom, qui est très connu, qui a une stature nationale et qui est potentiellement un candidat à la présidence pour les démocrates et qui pourrait lui faire de l'ombre, effectivement. Ça lui permet de se focaliser sur le sujet de l'immigration, qui est celui où on a vu dans les sondages, c'est là qu'il s'en sort le mieux. Et ça correspond vraiment à son identité en tant que candidat et de président. Et puis enfin, ça lui permet de se présenter comme l'homme fort du pays, qui utilise l'armée un peu comme il le souhaite. Ça correspond un peu à ses promesses de campagne. Il avait dit pendant la campagne qu'il utiliserait l'armée contre les ennemis de l'intérieur, qu'il utiliserait l'armée contre les manifestants de gauche. Et c'est là qu'on voit bien qu'une fois de plus, ça sert Trump en tant que partisan, c'est-à-dire que
Quand il y a des manifestations d'extrême droite, par exemple à Charlottesville en 2017, ou quand il y a eu l'insurrection du 6 janvier, Trump n'a jamais envisagé d'envoyer la garde nationale ou même d'intervenir. À Charlottesville, il avait par exemple dit qu'il y avait des personnes bien de chaque côté. Et par contre, quand il y a eu le mouvement du Black Lives Matter à l'été 2020, il avait voulu envoyer la garde nationale, il avait déployé la garde nationale à Washington. Et là, effectivement, il n'a pas hésité, alors que la plupart des manifestations jusqu'à présent à Los Angeles ont été sans incident. Il y a eu effectivement quelques voitures brûlées, mais quand on voit la taille de la ville de Los Angeles, le nombre de personnes qui étaient là, et je pense que maintenant il y a plus de gardes de la garde nationale que de manifestants dans les rues, et donc on voit bien qu'il y a cette surréaction parce que c'est une manifestation de personnes de gauche et parce que c'est une manifestation au sujet de l'immigration. Donc effectivement, pour lui, c'est un peu là où il peut briller, là où il peut rappeler à son électorat, vous voyez, c'est pour ça que vous m'avez élu, parce que fondamentalement, sur les autres sujets, il s'en sort pas super bien. Donc là, ça lui permet aussi de passer au-delà de son conflit avec Elon Musk, qui a dominé les médias ces derniers jours. Et donc là, il peut passer à un conflit avec un gouverneur démocrate au sujet de l'immigration. Donc pour lui, c'est parfait. Merci beaucoup, Fanny Lobby. Merci. We will make America powerful again. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. À la fin juin, le pays sera fixé sur un autre sujet sensible qui touche à l'immigration, l'affaiblissement possible du droit du sol. Dès le premier jour de son retour au pouvoir, Donald Trump a cherché à remettre en question ce droit garanti par la Constitution des États-Unis. Le locataire de la Maison-Blanche a fait valoir, dans un décret controversé, que les enfants nés aux États-Unis, de parents en situation irrégulière ou sous visa temporaire, ne sauraient bénéficier automatiquement de la citoyenneté américaine. Son décret n'est pas entré en vigueur car il a été bloqué par plusieurs juges fédéraux saisis par 22 États et des associations. La Cour suprême, à majorité conservatrice, devra décider si les juges peuvent suspendre l'application d'une mesure dans tout le pays plutôt que dans des zones géographiques spécifiques. Si le gouvernement Trump obtient gain de cause, cela pourrait ouvrir la voie à la fin du droit du sol et d'autres privilèges dans certains États américains et pas d'autres. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode de C'est ça l'Amérique. On se retrouve le mois prochain. This is going to be great television, I will say that. And we will make America great again. Thank you very much. God bless you all. Thank you.